Donc effectivement, Balbin vous a présenté la méthode Hagerman et Olofsson d'extraction du rapport signal sur bruit en sortie d'aide auditive. Et je vais vous montrer des résultats pour se rendre compte un petit peu des variations qu'on peut avoir suivant les conditions de test. Ce qui est rassurant, c'est que quand on teste des appareils à Lyon, à Nancy ou chez Xavier, on est quand même souvent dans des résultats assez proches, même si on a du matériel différent, même si nos protocoles ne sont pas toujours exactement les mêmes, même si notre méthode d'analyse n'est pas exactement la même, on retrouve souvent les mêmes ordres de grandeur et les mêmes difficultés à mesurer les résultats chez certains fabricants. Avant de commencer, je voudrais remercier toutes les personnes sans qui je n'aurais pas pu vous présenter ces résultats. En premier lieu, Christophe Michel qui m'accompagne sur ce projet et qui participe grandement aux algorithmes et à la création des programmes MATLAB. Xavier avec qui c'est toujours un régal d'échanger. Joël et Balbin à Nancy. Pareil pour tous nos échanges. Merci à la SFA et à Morgan Potier, François Dejean d'avoir initié l'étude classe 1, classe 2. Et puis un grand merci à tous les étudiants qui ont participé aux mesures, Chloé, Clémence, Manon, Johan et Sarah, parce que comme le disait Balbin, ça prend énormément de temps. Ce que je voulais vous montrer en premier, c'est un petit exemple d'enregistrement. Et donc du coup, là, on est dans une condition où on a un rapport signal sur bruit de moins 5 dB avec un bruit IF noise, donc c'est un speech noise, c'est un bruit stationnaire qui est le même que dans le Framatrix, et un signal de parole qui est le signal ISTS français, donc la petite histoire de la bise et le soleil. Donc je vous fais écouter le microphone de référence. Donc là, il n'y a pas d'extraction du bruit, c'est vraiment ce qui est enregistré et ce qui arrive à la tête du Kmart. Et en deuxième, ce qui sort de l'aide auditive. Déjà, il y a quelque chose qui ressemble quand même plus à de la parole qu'à du bruit. Donc je vous fais écouter ça. La bise et le soleil se disputaient, chacun assurant qu'il était le plus fort. Ils ont vu un voyageur qui s'avançait, enveloppé dans son manteau. Bon. Voilà, je ne sais pas à votre place que vous avez entendu. J'espère que vous entendrez mieux sur... La bise et le soleil se disputaient, chacun assurant qu'il était le plus fort. Quand ils ont vu un voyageur qui s'avançait, enveloppé dans son manteau, ils sont tombés d'accord que celui qui arriverait le premier. La bise et le soleil se... Alors je ne sais pas si c'est très intelligible dans la salle, mais en tout cas, quand on a un enregistrement comme ça et qu'on écoute, on est rassuré sur le fait que les appareils puissent avoir des débruiteurs efficaces pour diminuer le bruit en présence de paroles. La bise et le soleil, excusez-moi. Chacun assurant qu'il était le plus fort. Ils ont vu un voyageur, chacun assurant qu'il était... Donc il ne faut pas que j'appuie sur ce bouton-ci. La bise et le soleil, non plus. La bise et le soleil... Ok. Donc la configuration de matériel, c'est un petit peu la même qu'à Nancy. Je vais passer du coup. On a des protocoles où on a plusieurs protocoles, comme ça fait 2 ans qu'on fait ce type de mesure, on l'améliore petit à petit. Et du coup, dans les résultats que je vais vous montrer, parfois on étudie simplement le rapport signal sur bruit de moins 6 dB jusqu'à plus 6 dB. Parfois on double ou on quadruple la mesure. Donc là, on a eu certaines études, on avait un enregistrement qui durait 20 minutes pour une condition de test. On a raccourci un petit peu les choses. Également, on passe 50 secondes de bruit et de parole pour que les appareils se mettent et les algorithmes se mettent dans la bonne position. Et puis après, on commence les enregistrements pour les analyses. Donc ce temps-là, on l'a raccourci à 30 secondes parce que ça allait bien. Le premier résultat que je voulais vous montrer, c'est l'influence du nombre de haut-parleurs. Donc c'est un exemple avec un fabricant. Les résultats seraient différents avec d'autres fabricants, mais on serait certainement dans les mêmes ordres de grandeur. Et donc du coup, quand on est avec un seul haut-parleur, finalement, le
le réducteur de bruit va être très peu efficace. On va avoir des scores d'amélioration entre 0 et 3 décibels maximum d'amélioration du rapport signal sur bruit. Quand on est en configuration 2 haut-parleurs, c'est la configuration la plus favorable. On a la parole devant, le bruit derrière. Et à ce moment-là, on peut monter des fois jusqu'à des améliorations de rapport signal sur bruit qui peuvent être autour de 10 à 12 décibels quand on pousse les algorithmes anti-bruit au maximum. Lorsqu'on est en configuration 5 haut-parleurs, du coup, on a un bruit qui est quand même beaucoup plus diffus et on a des résultats intermédiaires qui vont dépendre un petit peu des réglages et des modèles d'aide auditive. Donc ça pose un petit peu question aussi quand on fait une vocale dans le bruit et qu'on veut comparer deux niveaux de gamme d'appareils. Bien, suivant les conditions de test qu'on va prendre, on peut s'attendre à avoir plus ou moins de différence entre les niveaux de gamme d'appareils. Exactement, également dans les conditions de test, est-ce qu'il vaut mieux utiliser un bruit type speech noise, donc un bruit stationnaire avec le même spectre à long terme que le signal de parole qu'on envoie, ou un bruit cocktail party? Donc, voici un exemple d'un fabricant, de mesure chez un fabricant en réglage automatique. On a une différence classe 1, classe 2 d'environ 5 décibels sur les niveaux de RSB très négatifs, donc quand le bruit est bien plus fort que la parole, dans une configuration 5 haut-parleurs. Et ce qu'on voit, c'est que ce soit en classe 1, classe 2, le bruit de type speech noise, donc un bruit stationnaire, est légèrement mieux éliminé que le bruit cocktail party. On a 1 décibel d'écart. Donc quand on sait qu'en rapport signal sur bruit, en général, au niveau intelligibilité, 1 décibel de rapport signal sur bruit, c'est entre 10 et 17% d'amélioration. Chaque décibel peut être important. Chez d'autres fabricants, ce qu'on peut observer, c'est qu'en classe 1, l'appareil arrive mieux à débruiter un bruit de type speech noise, alors que le classe 2, lui, va mieux s'en sortir pour un bruit de type cocktail party. Donc, c'est peut-être une expression d'algorithmes un peu plus évolués qui sont capables d'éliminer le bruit dans des conditions plus écologiques. Donc voilà, ça c'est vraiment, comment dire, l'un des meilleurs, peut-être l'un des meilleurs ou le meilleur résultat que j'ai pu observer et mesurer, même si on n'a pas mesuré toutes les conditions de test, mais pour l'instant on n'a pas observé de résultats d'amélioration supérieurs à ça, mais c'est déjà énorme d'avoir plus 7 décibels en classe 1 et plus 14 en classe 2, c'est avec un réglage avec les algorithmes au maximum, etc. Donc on a une bonne suppression du bruit. Après, la question qui se pose, c'est est-ce que l'intelligibilité est vraiment améliorée par ces réducteurs de bruit? Donc ça sera Xavier qui va vous parler un peu plus en détail de l'intelligibilité et des estimateurs d'intelligibilité après, en fonction des débruiteurs. On a également testé plusieurs types de bruits et des bruits qui sont synchronisés ou désynchronisés. Donc ça, quand on fait des tests, nous, de vocales dans le bruit en cabine, on a souvent même si on a 4 ou 5 haut-parleurs, alors bien souvent, quand on a 5 haut-parleurs, il y a des haut-parleurs au plafond. Moi, je ne suis pas du tout adepte des haut-parleurs au plafond, mais c'est vrai que c'est difficile d'avoir des cabines avec 5 haut-parleurs parfois. Mais quand on envoie du bruit dans 4 haut-parleurs, c'est souvent du bruit qui est synchronisé, c'est le même bruit qui est envoyé dans les 4 haut-parleurs. Dans la vie de tous les jours, quand il y a du bruit, le bruit n'est pas égal à droite et à gauche, et du coup, c'est pris en compte dans les algorithmes, parce que
quand vous avez de la binauralité, un algorithme binaural, il va comparer ce qui arrive de l'appareil droit, ce qui arrive sur l'appareil gauche, et finalement, ce qui est égal des deux côtés, ça va être quelque chose qui est soit devant, soit derrière, donc avec un azimut 0. Donc du coup, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on doit éliminer. Donc le fait qu'on utilise des bruits synchronisés ou désynchronisés, ça va changer les résultats. Donc en type de bruit, on a utilisé donc l'IF noise, un petit peu le bruit qu'on utilise dans le Framatrix, donc un psh comme ça. Les bruits cocktail party, donc quand j'écris 4 bruits cocktail party, c'est 4 bruits cocktail party différents sur chaque haut-parleur, enfin décalés en tout cas. Mais comme c'est un bruit qui est quand même qui se rapproche d'un bruit stationnaire, il y a assez peu de pics et de creux dans ce type de bruit. On est sur un cocktail party qui se rapproche quand même des résultats qu'on peut avoir avec des bruits stationnaires. Ensuite, on a utilisé comme bruit aussi des signaux ISTS. Donc soit 4 bruits ISTS sommés, enfin 4 signaux ISTS sommés et décalés, comme ce que fait Xavier, soit un seul signal ISTS par haut-parleur. Voilà. Et donc, on voit que plus les signaux se rapprochent d'un bruit stationnaire, mieux ils sont éliminés. Et quand on a des signaux en fait, finalement, qui sont simplement d'autres signaux de parole, ils sont moins éliminés, même s'ils ne sont pas envoyés face au KEMAR. Une autre influence des résultats, c'est en fonction des différents types de pertes auditives. Et c'est vrai que quand on avait fait l'étude avec la SFA, on s'était posé la question quelle perte auditive on va mettre. Est-ce qu'on met une perte légère, une perte moyenne, une perte sévère? Et du coup, on était parti sur une perte de type N3, parce que c'était la plus fréquente pour un premier appareillage. Après, les mesures au KEMAR avec la méthode Hagerman, on les fait avec des embouts moulés sur mesure en silicone, donc très obturants. Et c'est peut-être pas ce qu'on mettrait sur des pertes légères, mais en tout cas, voilà les résultats qu'on a pu obtenir avec un fabricant. Et on voit que plus la perte est importante, plus on bénéficie de cette amélioration du rapport signal sur bruit. Donc ça, c'est plutôt rassurant pour l'audioprothésiste. On est tout avec dans toutes ces mesures, on est avec un embout obturant en silicone. Et je pense qu'on obtient des meilleurs résultats sur les pertes plus importantes, tout simplement parce qu'il y a plus de gains et que finalement, malgré tout, là, dans les tests, on envoie beaucoup de bruit, on a des signaux qui sont quand même assez forts et du coup, on doit avoir une fuite acoustique par l'embout silicone, ce qui fait que sur les pertes légères, eh bien, on bénéficie moins de gains. Ou alors, c'est quelque chose qui est fait par les fabricants qui est programmé par les fabricants. Je n'ai pas encore les réponses à ces questions. Sur les différents programmes, effectivement, à gauche, vous voyez du coup en programme automatique et puis ensuite en réglage programme de type restaurant avec les réducteurs de bruit poussés au maximum. Vous allez écouter la différence. Hop. Ça, c'était le signal d'entrée. Donc ça, c'était le classe 1. Donc, il faut parler ISTS couramment, mais... Et le classe 2, c'est compliqué. Donc, c'est un petit peu... Voilà. Je ne sais pas si vous avez senti la différence entre le classe 1 et le classe 2, mais elle est vraiment audible. Je refais. Classe 1, je suis désolé. Donc là, j'espère que ça a été bien audible dans la salle. Donc là, on parlait des réglages. On peut également se poser la question de la méthodologie. Est-ce qu'on prend la méthodologie fabricant, méthodologie NAL2 ou un réglage linéaire?
Et du coup, il y a des différences. Xavier vous en parlera au niveau de la compression qui a un impact sur le rapport signal sur bruit. Je vais être très rapide. Donc, au niveau des débruiteurs, en gros, on a souvent des améliorations de 5 décibels du rapport signal sur bruit. Quand on étudie l'efficacité des débruiteurs avec la chaîne de mesure, sur des appareils équivalents, là, on avait une atténuation de 10 décibels quand il n'y a pas de parole. Et quand il y a de la parole, on trouve des résultats à 5 décibels. On peut s'attendre à avoir un effet positif de la binauralité sur les appareils les plus haut de gamme. En réalité, en conditions de test avec 5 haut-parleurs en bruit cocktail party, on n'a pas trouvé ça. On a trouvé que c'était plutôt la directivité avec un algorithme monaural qui était qui avait les meilleurs scores sur le test qu'on a fait. Ça ne veut pas dire que la directivité avec des algorithmes binauraux est moins bonne en conditions réelles, mais en tout cas, dans les tests qu'on a fait, on a eu ce type de résultats. Et donc, du coup, on a des résultats variables suivant les fabricants. Je vais vous faire écouter quand même fabricant numéro 6 et puis le fabricant numéro 3, donc celui qui a les moins bons scores et celui qui a les meilleurs scores. Vous allez voir que, quand même, on peut penser que tout ne se vaut pas. Voilà, alors pour les premières mesures, on avait utilisé un signal ISTS, donc, et pour les mesures qu'on est en train de réaliser, là on utilise plutôt l'ISTS en français, ce qui est plus sympa pour les démonstrations. Voilà, eh bien, leurs conclusions sont un petit peu les mêmes que Balbin, donc je vais m'arrêter là, je vous ai présenté tout ça, et je remercie encore toutes les personnes qui ont permis.